bonjour, rebonjour à toutes et à tous. Notre grand témoin était ministre de l'Environnement ou de l'écologie, je ne sais pas comment on disait à l'époque. On disait environnement parce qu'on s'intéressait aux hommes. À l'époque, ma fille, mon premier enfant, ma fille n'était même pas née. Il y a beaucoup de jeunes dans la salle. Vous aviez fondé un parti qui s'appelle Génération Écologie. Par vocation, peut-être, vous me disiez tout à l'heure, à ne pas laisser l'écologie qu'aux écologistes et l'écologie toute seule. Vous avez créé l'ADEME, vous avez imposé le pot catalytique, avant même qu'on parle évidemment de passer aujourd'hui à la voiture électrique. Vous aviez été le directeur de campagne de la première candidature écolo à la présidentielle, René Dumont, en 1974. Donc vous êtes un observateur très attentif et je pense très exercé de ce qui est en train de se passer dans le monde. On disait ce matin, j'introduisais cette journée en disant qu'on est en train de prendre deux comètes dans la figure. Je fais référence à Don't Look Up. Il y a la comète du climat qui se rapproche, qui, on le sait, pourrait faire très mal. Il faut s'y préparer. On ne l'a pas forcément voulu avoir venir. Et puis il y en a une qui est tout de suite, cette comète de la crise énergétique, qui est une crise globale, une crise géopolitique et qui est en train de changer de façon fondamentale, peut-être pour la bonne cause, et ça sera ma première question, notre prise de conscience. Est-ce qu'aujourd'hui, vous qui avez été là donc sur cette période-là, est-ce que vous avez l'impression que la prise de conscience est faite et que cette crise de l'énergie va nous permettre peut-être de passer à la vitesse supérieure, d'accélérer dans la transition écologique? Alors que oui, d'abord la prise de conscience, elle est générale. Rien que d'avoir écouté tous ces hommes d'affaires, entrepreneurs, inventeurs, start-upers, passionnés, c'est formidable. Donc bravo à tous. Et comme vous ne savez pas comment c'était avant, si je puis dire, parce que vous n'étiez peut-être pas né, je peux vous dire qu'on a parlé juste avant du recyclage et des emballages. Vous ne pouvez pas imaginer ce que c'était que la situation des déchets à l'époque. Il y en avait partout. Les plus grandes villes d'Europe envoyaient leurs saloperies dans des décharges françaises. Dans n'importe quel gars qui avait une carrière finie, il gagnait de l'argent en faisant venir ses déchets. Il y avait des déchets qui partaient en Afrique. Il y avait des déchets de la ville de New York qui passaient de côte en côte. Ils ne savaient pas où aller. Aujourd'hui, c'est une ressource pour autonomiser. Alors d'abord, il n'en faut pas de déchets. C'est très simple, il n'en faut pas. Et moi, j'ai regardé encore les fiches des ingénieurs, les fiches de poste des ingénieurs produits. Il n'y a pas encore écrit « et le déchet, vous en faites quoi ?» Donc, si vous voulez, dès que vous inventez un produit, il faut penser aux déchets. Il ne faut pas qu'il y ait de déchets. Qu'est-ce qui devient après, quoi? Économie circulaire. Économie circulaire. Et je pense à les pales des éoliennes, par exemple. Elles sont grandes comme la Tour Eiffel. Alors, les éoliennes sont grandes comme la Tour Eiffel. On peut en parler, c'est gigantesque. Hein, c'est pas du tout des toutes petites choses charmantes au bout du jardin. C'est immense. Mais les pales font 100 mètres. Et elles sont en fibre de carbone. Pas recyclables, pour l'instant. Donc, si vous voulez, partout, à tout moment, il ne faut pas qu'il y ait de déchets. Donc, voilà, c'est juste un exemple. Mais on a fait énormément de progrès. On a fait des progrès. Moi, je suis affolé de voir la panique des jeunes en ce moment, quoi, parce que c'est vrai qu'il y a de quoi être inquiet, parce que vous n'avez pas parlé de la guerre. Il y a la guerre, elle est revenue, la guerre, sur notre continent. C'est totalement invraisemblable, quoi. Et donc, il faut aussi qu'on fasse des efforts pour essayer d'arrêter cette guerre. On a l'impression que c'est la pluie qui tombe, la météo, la guerre. Bon, pas du tout, quoi. C'est vraiment des choses importantes. Donc voilà, ça a beaucoup progressé. Vous êtes en Méditerranée, la Méditerranée, ils viennent de décider que la Méditerranée serait propre et que les carburants des navires seraient propres. Ah, d'accord, pas avant 2024. Ça a été décidé. Donc tous les jours, il y a des progrès. Et tous les jours, c'est une course de vitesse pour que ça aille mieux et plus vite. Oui, on va recevoir la ministre de l'Énergie, oui, de la transition énergétique tout à l'heure en fin de journée. Vous avez, créé un think tank, dont vous êtes le président, qui s'appelle Équilibre des énergies. Vous avez été anti-nucléaire. Oui, oui, et vous êtes devenu pro-nucléaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer cette bascule et la position? Qu'est-ce que vous comprenez de la position des écolos? Quand même, vous avez été un militant écolo. Pas confondre les verts et les écolos. Est-ce qu'il ne fallait pas laisser l'écologie aux écologistes, en fait, finalement? Mais bien entendu. Alors, je ne sais pas si je ne suis pas anti-nucléaire. Être anti-nucléaire aujourd'hui, quand il y a le changement climatique, c'est une perte de temps et d'énergie considérable. Le nucléaire n'est pas un problème climatique. On peut ne pas aimer le nucléaire pour des tas de raisons, bonnes ou mauvaises. Il n'est pas parfait. Aucune raison climatique pour d'être contre. C'est plutôt un allié parce que ça produit de l'énergie décarbonée. Alors ensuite, on verra. Mais ce n'est pas le problème, on perd du temps. Transitoirement, il le faut. Peut-être même jusqu'à la fin des temps, je ne sais, hein, on verra. Les déchets, on va les avoir pendant longtemps, oui, ça c'est sûr. Ah, vous n'avez pas entendu parler de la transmutation? Allez-y. La transmutation, c'est la technique
qui consiste à prendre les déchets qui sont très longs, hein, les transuraniens comme on les appelle, et à les casser dans des réacteurs rapides, et vous n'avez plus que des déchets qui durent 3 siècles. J'ai dit ça à quelqu'un qui me dit « Ah, 3 siècles, comme c'est long !» Alors moi j'étais épaté, j'ai dit 3 siècles c'est rien, parce que pour un ingénieur, vous faites un truc en béton, ça dure largement 3 siècles. Et Brice-la-Londe, Versailles, c'est 3 siècles. Le pont du Gard, oh, c'est encore plus, 7 fois plus, et c'est toujours debout. Ce que vous racontez, c'est ce que font les Russes avec les déchets nucléaires ukrainiens. Je ne sais. Alors, les Russes sont en avance sur le nucléaire, les Chinois aussi, les Américains s'y remettent, les Français ne sont pas mauvais, mais ils ont laissé tout dormir pendant très longtemps. On a tellement été anti-nucléaire, si je puis dire, on a tellement ruiné la réputation du nucléaire que maintenant, on se retrouve avec des soudeurs qui sont portugais et pas français. Alors, on n'a plus de soudeurs. On a un plan, la ministre en parlera tout à l'heure, oui. Un plan des énergies. Alors, si on a un plan, c'est formidable. Alors. RTE a fait des scénarios. Oui. Bon, il y a un scénario 100% renouvelable. Excellent, il y a un scénario mix qui dit qu'on va, en tout cas pour une période assez longue, avoir les deux. Où est-ce qu'on va construire ces nouvelles centrales nucléaires? Là où il y a à côté des anciennes. En fait, c'est nos puits de pétrole à nous, ces centrales nucléaires. C'est là qu'on va construire. C'est le seul endroit où on va accepter d'en construire, ou est-ce qu'on va se battre pour les avoir parce que ça va faire de l'argent pour les collectivités? Alors je vais vous dire un truc, je ne peux pas faire comme Georges Marchais qui dit merci de la question, je vais répondre autrement parce que on va vous avez le droit, hein. Vous avez tous les droits ici. Merci. Si vous voulez décarboner, d'abord il faut se rendre compte d'une chose, c'est que ça va coûter très cher en énergie. La décarbonation, ce n'est pas la lente décroissance pépère, non. C'est un effort considérable, ça s'appelle la réindustrialisation. C'est une aventure industrielle, la décarbonation, tout simplement parce qu'il faut faire des électrolyseurs, des batteries, il faut aller chercher du lithium. C'est énorme, quoi. Et il faut refaire le réseau électrique, etc. Donc c'est quelque chose d'absolument considérable. Il y a 4 vecteurs, OK? Le premier vecteur pour la décarbonation, c'est la chaleur. Tout bêtement, la chaleur. Tout autour de la Méditerranée, il y a des chauffe-eau solaires sur les toits, pas en France. Tiens, pourquoi? C'est pourtant tellement simple, le chauffe-eau solaire, ça marche très bien. Vous avez la géothermie, vous avez des tas de la chaleur fatale des industries, il y en a beaucoup. Donc la chaleur, c'est le premier vecteur. Le second, c'est l'électricité. Pourquoi? Parce qu'on peut la produire de manière décarbonée. Donc l'électricité, vous avez en ce moment 25% de la consommation finale des Français, c'est de l'électricité. Il faut passer à 50. Il faut passer à 50. C'est 1% de plus d'électrification tous les ans. Et ça, est-ce qu'on le fait? Alors il y a les bagnoles, ça y est, on passe aux bagnoles. Quel gigantesque effort c'est pour l'industrie de passer aux bagnoles électriques, parce que les batteries sont faites en Corée et les logiciels aux États-Unis. Et néanmoins, il faut y arriver, bon, etc. Et puis, il faut des bornes de recharge partout, c'est pas facile. Il faut que les nouveaux modèles soient moins chers que les... Et il faut que votre plein d'électricité soit moins cher que votre plein d'essence, etc. Ça, c'est pas forcément gagné cette année. C'est pas forcément gagné cette année. Donc, mais c'est un travail, ça veut dire qu'il faut... Alors... Monsieur le journaliste économique, ça veut dire qu'il faut administrer les prix de l'électricité. C'est ça que ça veut dire. Hein, il faut qu'il y ait un prix moyen et il faut arrêter cette histoire de coût marginal. L'Europe a fait une erreur dans la gestion du prix de l'électricité. L'Europe nous a dit on va faire de la concurrence et tout va coûter moins cher. C'est le contraire qui s'est passé, tout a coûté plus cher. Donc bon, réfléchissons, travaillons. Je veux dire, troisième et quatrième vecteur. L'hydrogène, troisième. Alors l'hydrogène, on en a parlé tout à l'heure. Il y a un engouement pour l'hydrogène, mais à terme, peut-être qu'il va remplacer le pétrole. À terme, pour l'instant, il y a un engouement, mais il n'y a pas assez d'usage de l'hydrogène. Ce n'est pas la peine d'en produire, il faut d'abord l'utiliser. À quoi ça va servir? Ça va servir pour l'industrie, certainement, notamment la métallurgie, la coquefaction, etc. Peut-être pour le transport lourd, mais évidemment, ce n'est pas si simple, même pour les camions, ce n'est pas si simple, ça pose des problèmes, c'est dangereux l'hydrogène, il faut qu'il y ait des bornes de recharge quelque part d'hydrogène aussi, donc ça sera sur des circuits bien balisés où il y ait beaucoup de camions qui passent, peut-être, voilà. Et puis le dernier, c'est mon petit favori. C'est lequel? Ça s'appelle les SAF, Sustainable Aviation Fuels. Alors les SAF, c'est ça, vous êtes en train de nous vendre un peu de Total Energy là. Exactement. Total Energy le fait. Vous savez, on a de la chance d'avoir Total. Hein. Il y a des tas de gens qui sont... Tous les écolos ne pensent pas ça. Hein. Alors, moi, je suis un écolo et je ne suis pas anti-nucléaire. Pour le nucléaire et pour Total. Oui. Total, c'est incroyable. Dites ça aux jeunes. Vous savez que Total, ils prennent du CO2 et ils vont l'enterrer dans la mer. C'est-à-dire qu'ils sont en train d'inventer, j'espère en tous les cas, l'industrie de demain où le CO2 va servir de ressource et quand on en a trop, on va le mettre sous terre. Vous savez combien il y a de CO2 qu'on envoie tous les ans, monsieur Mabille, vous savez? C'est vous le scientifique. Alors, d'accord. Imaginez, on a fait ça dans une COP à Copenhague. On a fait une montgolfière. Voilà, la montgolfière, c'est 1 tonne de CO2. Imaginez la même chose, multiplié par 10 montgolfières, 100 montgolfières, 1000, 40 milliards de montgolfières tous les ans qu'on envoie. Voilà, c'est ça la quantité phénoménale. Bon, donc il va falloir aller chercher ce CO2. Il va falloir le récupérer, le sortir de l'atmosphère. Donc l'économie de demain, ça sera aussi d'aller chercher le CO2. Et peut-être que dans chaque maison,
Chaque maison, puisque chaque maison, on aura du photovoltaïque. Il faut que nos charpentes soient capables d'avoir ça. Il faut une batterie. Et peut-être qu'avec l'aération, chaque maison va capturer du CO2 dans l'atmosphère et le transformer en calcaire, qu'ensuite il y aura un camion d'éboueur qui prendra le calcaire pour le mettre ailleurs, etc. Ce que vous êtes en train de nous dire, Brice Lalonde, et je pense que c'est important de l'entendre, c'est que l'écologie, c'est d'abord de la science, Oui. et voire même, vous disiez, de la technique. Oui. C'est pas seulement de la politique. Comment vous jugez ce qui se passe aujourd'hui dans les anciens partis écologistes? Il y en a plusieurs, Génération Écologie, ELV. Est-ce que les écologistes sont à la hauteur aujourd'hui de leurs responsabilités? Si vous voulez que je dise, je vais me fâcher avec eux. Donc là. Ah, vous êtes là pour ça. D'abord, ça ne devrait pas être le monopole d'un parti politique. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? L'écologie, c'est pour absolument tout le monde. C'est une affaire absolument considérable. Et c'est devenu un pan de la politique publique, de la même manière que l'économie, que la défense, que la culture ou que le social. Tout le monde doit faire de l'écologie. Et il doit y avoir une compétition entre les partis politiques d'aujourd'hui pour réussir mieux que les autres et pour moins cher. Voilà. Cette compétition, il faut qu'elle commence. Elle n'a pas vraiment lieu. Pourquoi ce serait uniquement la gauche, par exemple? Pourquoi est-ce que les Verts disent il n'y a que la gauche? Non, mais attendez, ça veut dire qu'une moitié de Français, on va les laisser patauger dans leurs déchets? C'est absurde, quoi. C'est vraiment pour tout le monde, l'écologie. Bon, alors les Verts, ils sont partis sur une tradition néo-marxo, tout ce que vous voulez, et pour l'instant, manifestement, ils sont plus intéressés par leurs aventures sentimentales que par le changement climatique ou autre chose. C'est quand même très consternant. Voilà, point. Est-ce que la radicalité, ça sert à quelque chose néanmoins pour faire bouger les choses? Ou est-ce que la radicalité aujourd'hui, c'est l'explosion du prix de l'énergie, x4 pour les industriels, fois on ne sait pas combien pour les particuliers? Parce que pour l'instant, c'est le budget de l'État qui absorbe, mais un jour, on va prendre la vague quand même. Je vous signale que le passage des véhicules à l'électricité, c'est radical. C'est absolument radical. C'est même une mesure d'une violence. Tous les constructeurs automobiles se plaignent. Est-ce qu'ils vont y arriver? Est-ce qu'il faudra autant de monde? Est-ce qu'on est compétent? Comment on va faire les batteries? C'est radical. Donc cette mesure a été absolument radicale. Alors maintenant, les autres mesures. Quand M. Messmer a fait son programme de centrale nucléaire, à l'époque j'étais contre, ben quand même, il a peut-être eu raison, mais c'était radical. Il y en a eu combien? 55 réacteurs, boum, 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 quasiment 3 par an. Il est assez radical, Macron? Non. C'est ce qu'il faudrait alors, pour qu'il soit plus radical? Il faut qu'il soit convaincu lui-même, je pense. Hein. Il faut qu'il soit convaincu. Il a des convictions, Macron? Demandez-lui. Demandez-lui, je crois qu'il a compris. Je crois qu'au bout de 5 ans, les annonces à Belfort et depuis peu, là, quand il est allé à Saint-Nazaire, oui, en tous les cas, je suis d'accord avec ce qu'il a dit. Donc, je pense qu'il a progressé. Il sait qu'il faut aller vite. Là, il y a des lois d'accélération. C'est compliqué, les lois d'accélération. Ça veut dire qu'évidemment, on va faire un peu moins attention à l'impact de l'éolienne sur les chauves-souris. On n'a pas le temps. Les chauves-souris, on s'en occupera plus tard. On fait d'abord l'éolienne, on verra. C'est ça qui nous pend au nez. Moi, je disais à Fort-Calquier, là, il y a une centrale solaire. La voie romaine qui était en dessous, boum, on l'a balardée au bulldozer. Allez, on ne veut pas en entendre parler, etc. Donc, si vous voulez, on a une injonction contradictoire. Il ne faut pas artificialiser les sols et en même temps, il faut mettre des centrales photovoltaïques partout et des éoliennes partout, etc. On arrive à la fin de cette conversation, Brice Lalonde. Il nous reste 1 minute simplement, mais on a tellement plaisir à vous écouter. 1 minute, dernière question. Qu'est-ce que vous avez envie de poser comme question à Agnès Pannier-Runacher? Et qu'est-ce que vous pensez du fait qu'on ait dissocié l'énergie et l'environnement? Alors qu'on a parfois rapproché les deux, est-ce que ce n'était pas justement pour ça qu'on n'avançait pas? Alors, la grande difficulté, quand vous mettez l'énergie avec l'environnement, c'est que la plupart des écologistes sont anti-nucléaires. Ce qui fait que le ministre de l'énergie, il était anti-nucléaire, donc il allait à Bruxelles en disant qu'il ne faut pas faire de centrale nucléaire, il faut faire que du renouvelable. Bon, alors là, c'est mieux. Non, ce n'est plus le cas. C'est très compliqué. Il faut que ce soit le président de la République ou le Premier ministre. Moi, j'ai eu la chance d'être ministre avec Michel Rocard. Et Michel Rocard, il était convaincu. Il y croyait. Il avait même une expression, il appelait ça la BOP. La BOP, ça voulait dire, alors tout le monde se foutait de sa gueule, c'est quoi la BOP? La bataille pour l'organisation de la planète. C'était du Michel Rocard. Ça, c'est du Rocard, hein, dans le texte. Absolument. Mais donc, il était convaincu de ça. Et si on a une convention sur le climat, c'est grâce aussi à lui, parce qu'il a lancé l'appel. Ce sont des Français qui ont négocié cette convention en 1992. C'est la fin de l'abondance, vraiment? Non. Alors justement, c'est ça que je voulais vous dire, c'est que il va falloir donc plus d'énergie. J'ai essayé de vous le dire déjà. C'est un très gros effort. Et l'abondance, qu'est-ce que ça veut dire?
J'expliquais à M. Mabi que le grand problème des villes avant, c'était le crottin de cheval. Il y avait du crottin de cheval tellement partout qu'il y avait des problèmes d'hygiène. Il y avait des chevaux qui se cassaient la figure parce qu'ils s'effondraient de fatigue. Et il y avait de la cruauté des animaux. Et les mamans de famille ne voulaient pas laisser les enfants voir ces horribles choses. Et puis, les bagnoles sont arrivées avec de l'essence. Alors, le problème du crottin de cheval a été réglé. À chaque jour suffit sa peine. À chaque siècle, il y a des problèmes différents. Moi, j'ai été frappé par les mammouths. Ils ont disparu. Eh bien, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce qu'on a fait des quotas de mammouths pour chaque tribu? Non. On a inventé l'agriculture. Ah tiens, on a inventé l'agriculture. Qu'est-ce qu'on attend pour faire la même chose? C'est considérable. On a inventé l'alphabet. Vous vous rendez compte que l'alphabet, c'est une informatisation du monde. C'est incroyable qu'avec 26 caractères, on arrive à dire tellement de choses. Eh bien, c'est pareil. Donc, si vous voulez, l'humanité, moi, je crois au génie humain. Il y a 7 milliards de gus, peut-être bientôt 8. Vous vous rendez compte de tous ces cerveaux interconnectés? C'est génial. On va forcément trouver. Le tout, c'est qu'il faut bosser et qu'il ne faut pas se laisser avoir par la tristesse, le désespoir. Voilà. Donc c'est sur ce non au droit à la paresse et sur ce moment d'espoir que nous allons nous quitter. Voilà. Merci Brice Lalonde.